Je bosse à Scortex, qui est une startup qui a pour ambition, comme vous pouvez déjà intuiter sur vis-à-vis de la tagline, qui a pour ambition d'automatiser le contrôle qualité en usine. Et donc pour faire ça, on va aller en gros poser des caméras et des lumières chez nos clients, faire des acquisitions, annoter ces acquisitions, entraîner des modèles de machine learning et utiliser donc le deep learning et la computer vision pour automatiser la qualité, ce qui veut dire en gros faire de la détection d'anomalies ou de défauts sur des pièces industrielles. Mais on va y revenir plus en détail de toute façon. Alors, sur le plan de la présentation, déjà je vais commencer par vous parler un petit peu de ce qu'on fait, puisque le sujet de la présentation est quand même est très orienté ML, mais toujours en vue d'application, d'une application bien précise et bien pratique, qui est une application de type production, donc ici sur des lignes de production en usine. Ensuite, une fois qu'on aura fait un peu le tour de ce que fait Scortex, l'idée, ça sera un peu d'expliquer pourquoi nous, on a envie de faire de l'active learning, quelles sont nos motivations pour ça. On verra ensuite que dans notre cas, on a envie de faire de l'active learning avec un type de données bien particulier que chez nous, on appelle mentor data, qui, comme on l'a dit un peu déjà en guise de présentation, est une forme de ce qu'on va appeler des weakly supervised signals, ce qui veut dire, dans un langage plus pratique, des labels qui sont partiellement annotés. Donc, on va y revenir plus en détail, bien sûr, après. Ensuite, il conviendra d'expliquer la méthode qu'on a utilisée pour pouvoir entraîner avec ces images qui ont été annotées de façon, partielle et qui ont été minées avec une technique d'active learning. Et enfin, il conviendra de décrire un peu des améliorations de la méthode qui sont basées sur diverses approches, toutes très orientées machine learning. Alors, avant de commencer la presse, je voulais très rapidement remercier l'équipe Machine Learning Recherche. Donc, à temps plein, il y a Pierre et moi qui bossons dans l'équipe, mais il faut savoir qu'on a beaucoup de stagiaires qui tournent par période de généralement 5-6 mois, qui bossent sur des très beaux projets. Et donc, notamment sur cette présentation, on a essentiellement Dipan et Benoît qui a aussi bossé sur des thématiques plus continuous learning, mais qui est un peu qui est un travail qui précède un peu ce qu'on a fait en active learning. Donc, je voulais remercier ces deux personnes qui ont réalisé un travail remarquable et sans qui cette présentation n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, commençons par détailler un peu ce que fait Scortex. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on a pour ambition d'automatiser le contrôle qualité en usine. Donc, ça va passer par plusieurs étapes. Principalement, la façon dont il faut se représenter le système Scortex une fois déployé en usine, c'est un système isolé du reste de l'usine d'un point de vue luminosité, un peu comme ce que vous pouvez voir ici en termes de boîte noire. Alors, la taille, la géométrie du système va varier évidemment en fonction du client qu'on a, de la géométrie, puisque ça va dépendre de la géométrie de la pièce à inspecter, de son matériau, de sa texture, etc. Donc le setup en lui-même, physiquement, il peut changer, mais le concept reste le même. On a des lumières qui éclairent, par exemple, un convoyeur ou en tout cas une ligne de production, des caméras qui vont filmer différents angles de vue pour pouvoir appréhender la pièce dans sa totalité, pour pouvoir inspecter la pièce dans sa totalité. Et le but, c'est que cette inspection donne lieu à une réponse du système. Donc, ces caméras sont connectées à une machine dans l'usine qui va effectuer des prédictions grâce à des modèles de machine learning qui sont entraînés assez fins. Et les réponses du modèle vont être envoyées à une interface graphique, tactile même, ce qu'on voit ici sur cet écran tactile qui est relié en fait à la machine. Et cet écran va permettre non seulement de pouvoir monitorer la qualité en temps réel pour un opérateur, donc c'est-à-dire pouvoir aider l'opérateur à prendre une décision sur est-ce que cette pièce est défectueuse ou pas, ou bien remplacer l'opérateur sur cette décision selon le cas client.
donc ça, c'est assez important pour nous que l'opérateur puisse interagir avec le système et puisse interagir facilement. C'est quelque chose d'assez important pour nous. Le troisième point, qui est plus long terme et qu'on commence un peu à mettre en place déjà, c'est pas seulement à l'échelle de l'opérateur, mais à l'échelle de tout le management qualité de l'usine, pouvoir avoir une vue d'ensemble assez macro et long terme sur l'évolution de la qualité dans le temps. Typiquement, à l'échelle de la journée, du mois, de la semaine, du mois, comment évolue ma qualité sur combien de lignes de production dans mon usine. Donc, voilà. Voilà ce qu'on fait. Pour nous, en termes de machine learning, ce qui va compter principalement, c'est la donnée. La donnée. On a, comme la donnée est critique, et notamment donc la quantité, mais surtout la qualité, on va se donner un système d'acquisition donc, par là, je veux dire que c'est nous qui concevons le système d'acquisition, donc caméra et lumière, pour que les défauts ressortent le mieux possible sur les images. Donc là-dessus, on a des compétences techniques internes, des gens qui bossent là-dessus et qui sont en charge de concevoir ces systèmes pour pouvoir générer la donnée au mieux. Donc l'avantage, c'est que contrairement à une compétition Kaggle, nous, la data, c'est un peu unlimited, donc ça va être notre force, mais on va voir que cette force a aussi des faiblesses, notamment en ce qui va concerner l'annotation. Donc, on a des images qui peuvent être générées en stream en continu. Donc, si on imagine un système sur la ligne de production, les pièces passent, les caméras enregistrent ce qui se passe sur la ligne de production. Les données sont directement envoyées dans le cloud, directement depuis la machine vers le cloud. Depuis notre cloud, nous, on peut faire annoter les images par des annotateurs. Une fois que ces images sont annotées, on entraîne un modèle, on l'évalue et en fonction des performances, on itère. D'où un peu cette phrase iteration through acquisition. L'idée, ça va être d'itérer à partir de plusieurs acquisitions qui sont à chaque itération de boucle ciblées sur, par exemple, les défauts ou les pièces sur lesquelles le modèle a du mal. Donc, il y a vraiment cette idée de feedback. Alors, nous, on ne se contente pas de faire de la classification d'images. Donc, notre cas d'usage va être un peu différent tout simplement de la classification type problème académique, papier ImageNet de classique. On va un peu plus loin, on doit faire de la defect detection. Donc, il y a des raisons purement business à ça et des raisons plus machine learning. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on bosse avec des images qui sont assez souvent de haute résolution et des défauts qui peuvent être petits ou subtils par rapport à la taille de l'image. Il faut aussi savoir qu'on filme à haute résolution, tout simplement parce que certains défauts par rapport à d'autres peuvent être plus difficiles à mettre en valeur et donc ne pourront être visibles que plus rarement que d'autres. Donc là, il y a un compromis sur éclairage versus framerate. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les images avec lesquelles on bosse sont assez grandes par rapport à la taille des défauts pour maximiser la surface d'inspection, tout simplement. On va recevoir beaucoup d'images par seconde et ces images nombreuses et en haute résolution vont devoir être inférées en temps réel. Et donc là, il y a un vrai challenge pour nous qui va différer d'autres cas d'usage, comme par exemple dans le biomédical, où là, cette contrainte de temps n'existe pas forcément ou existe moins, en tout cas. Donc là, ici, vous pouvez voir un exemple d'image de notre démonstrateur. Donc, on a une démo qui tourne à Scortex et qu'on déploie dans différents salons. Donc là, par exemple, vous voyez des Lego. Donc, l'image est grande par rapport aux pièces. On a des références qui sont aussi plus grandes. Et potentiellement, on a envie de pouvoir gérer le cas. On n'a pas qu'une seule pièce par image. Et donc, comme vous pouvez voir ici, on peut avoir plusieurs pièces qui passent à la fois dans le système. C'est un cas qu'on veut pouvoir traiter. Et donc là, en rouge, des annotations de défauts. Donc, un petit sticker qui manque ici. Et ici, un sticker qui a été gratté à la main. Donc, des défauts qu'on s'est générés nous-mêmes et qui servent pour notre démo. Alors, à quoi va servir comment rentre l'active learning dans notre problématique? Je vous disais, la donnée, c'est clé. L'annotation, du coup, par voie de conséquence, va l'être aussi.
L'avantage, c'est que du coup, on va avoir beaucoup de données générées en continu, mais cette donnée ne va pas forcément être évidente à annoter, notamment parce que, je vous le disais, les défauts peuvent être petits, pas forcément faciles à voir. On n'a pas les annotateurs n'ont pas forcément la pièce à côté, mais ils l'ont même jamais pour inférer ou confirmer ce qu'ils pensent être un défaut ou pas. Et puis parfois, les spécifications défauts peuvent être ambiguës, compliquées à comprendre. Donc, il y a du bruit d'annotation qui va être certain. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le temps passé par image à l'annotation va être relativement long. D'autant plus que la plupart des images qu'on va acquérir vont être des images saines. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart des pièces en usine, dans la plupart des cas, sont saines. Sinon, je m'inquiéterais un peu pour les gens qui font tourner ces usines. Donc, les pièces avec défaut constituent des cas plus rares. Et évidemment, les pièces qu'on a envie d'annoter en priorité sont les pièces avec défaut, dans un cas supervisé qui est le nôtre ici. Donc, annoter toutes les images qu'on reçoit de façon avec une priorité égale n'est clairement pas optimal. En ce sens, c'est là où l'active learning va nous permettre d'aller miner ces images intéressantes. Alors, comment on fait? Ici, un schéma qui vient de ce papier, qui est une revue de littérature qui commence à dater maintenant un peu, mais dont ces figures sont assez parlantes. L'idée de l'active learning, c'est on part pas de rien, on part d'un modèle sur lequel on a un training set qui a été entraîné sur un training set qui a été labellisé. Et ce modèle va être utilisé pour aller miner des images intéressantes, enfin, des données intéressantes sur un grand saut, une grande piscine de données qui n'ont pas de label et qu'on veut labelliser. Donc, comment on utilise ce modèle? Ou bien on peut utiliser les prédictions du modèle tel quel, ou bien on peut faire des choses un peu plus intéressantes, comme par exemple l'uncertainty sampling, ce qu'on ne va pas faire dans la suite, mais je le mentionne quand même, c'est intéressant. Donc, par exemple, dans un cas de classification, donc là, imaginons qu'on ait un classifier qui est binaire, on mesure l'accuracy et on compare deux cas. Un cas où on sample des images à annoter at random dans ce unlabeled pooled versus utiliser un modèle préentraîné sur ce unlabeled pooled pour sélectionner des images pour lesquelles le modèle est incertain. Donc, on va aller regarder les probabilités, je dirais, intermédiaires sur lesquelles, par exemple, si on a une tête de softmax, on va aller regarder les probas pour lesquelles, les images pour lesquelles le modèle sort une proba max qui est inférieure à 0,7 et supérieure à 0,3 par exemple, selon le cas. La distribution va dépendre du cas évidemment. Mais voilà, l'idée c'est de prendre cette zone un peu grise pour le modèle et qui sont les images sur lesquelles le modèle a le plus de mal, en tout cas sur lesquelles il est le plus incertain. Et on va prendre ces images-là pour les faire réannoter. Alors cette réannotation, elle peut être faite ou bien par le modèle lui-même, ou bien par un agent extérieur, donc un algorithme ou un annotateur humain. Et donc, une fois que ces images sont réannotées ou pseudo-réannotées, on les renvoie dans le training set et on itère. Et donc, comme ça, on peut améliorer l'accuracy de façon plus rapide qu'en samplant au hasard là-dedans. Nous, ça va être d'autant plus vrai que la plupart de nos images dans ce unlabeled pool, je vous le rappelle, sont saines et donc n'ont pas de défaut. Alors, comment on fait ça chez nous? C'est là où va entrer en jeu le concept de mentored data, qui est du coup une forme de données minées en amont par un modèle et qui va en fait être une donnée avec annotation partielle, on va le voir tout de suite. Alors, le processus de mentoring théorique est le suivant. Donc, on a un modèle qui tourne en usine, ou bien la ligne de production tourne en permanence, ou bien on se génère des images spécifiquement pour un problème qu'on essaie de résoudre. Et en permanence, donc dès qu'une pièce passe dans le système, il y a donc l'interface du logiciel sur l'écran tactile permet à l'opérateur, par pièce, d'avoir une réponse, en tout cas d'observer les prédictions du modèle. Et donc, ces images-là, on sait, en fait, automatiquement, on sait les images, on connaît les images pour lesquelles le modèle a une prédiction.
Donc, on a le mining qui est fait tout seul. Et donc, la question, c'est ensuite comment est-ce qu'on réannote ça? Ou bien on renvoie ces images minées dans la base de données. Enfin, dans tous les cas, on va les envoyer dans la base de données. Et ensuite, la question, c'est comment on les annote? Ou bien on les fait réannoter par notre équipe d'annotateurs. Donc là, on reste sur des temps d'annotation qui sont longs, mais on bénéficie quand même d'un mining préalable. Ou bien, et c'est la stratégie sur laquelle on va se concentrer dans la suite du talk, on les fait faire sur la ligne de production par l'opérateur, par la personne qui est derrière l'écran. Et donc, l'avantage de le faire chez nous, d'envoyer ça à nos annotateurs, c'est que ça va être de meilleure qualité. Mais l'inconvénient, c'est que c'est long, ça coûte cher, comme je l'ai dit, et c'est subjectif. Subjectif dans le sens, on n'a pas la pièce à côté pour infirmer ou confirmer notre annotation. Alors que le client, lui, a la pièce à côté. Donc, il peut, s'il a le temps, si la situation le permet, prendre la pièce et l'inspecter pour confirmer, la prédiction du modèle. Et donc, la façon dont ça va se passer, c'est via cet écran que vous voyez ici. Donc, ici, on a un report qui est généré par pièce, les prédictions du modèle, et l'opérateur est capable de flaguer les prédictions comme étant effectivement défectueuses, donc true positive, ou en fait, ce n'était pas une prédiction, ce n'était pas un défaut, c'était rien du tout et tu t'es trompé, auquel cas l'opérateur flague la prédiction comme étant healthy, ce qui devient un faux positif. Et donc, grâce à cette interface qui est assez intuitive, l'idée, je le rappelle, du software, c'est d'avoir quelque chose qui est facile à prendre en main. On a aussi les boutons, là, vous voyez, All Healthy, All Defects, qui permettent vraiment d'y aller de façon très rapide. C'est un peu plus error prone que de faire de la notation plus lente, donc c'est l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que c'est rapide. Et donc, c'est ça le pari des expériences qui vont suivre. Donc, ici, vous avez les types de détection qu'on a du modèle. Donc, sur ces deux images-là, vous avez des faux positifs, donc pas de défaut sur la pièce. Tout est sain sur l'image. Donc, dans le cas à gauche, tout à gauche, c'est une pièce qui est connue par le système. C'est une pièce du démonstrateur, donc on est sur de la référence connue. Ici, c'est ce qu'on appelle des systematic false positives, donc c'est des faux positifs sur des pièces qui ne devraient pas être présentes dans le système, ce qui sont des cas qui peuvent arriver en fait en pratique en usine. On veut pouvoir gérer. Donc c'est toujours un peu pénible quand voilà, il y a un faux positif de type qui n'est pas lié à une référence connue, mais qui est lié à du background ou à type un câble dans le fond ou une autre référence qui ne devrait pas être sur la ligne de production. Par rapport au client, c'est toujours un peu délicat. Donc, le deuxième grand type, c'est les trous positifs. Donc, le modèle a détecté un défaut et il y a effectivement un défaut. Je suis désolé, on voit très mal, mais il faut se représenter qu'ici, la petite roue de Lego est brûlée. Alors, les limites de cette donnée mentored, le problème, alors, en fait, il va y avoir plusieurs cas de figure. Ou bien on peut utiliser cette donnée directement dans des cas dits faciles. Donc, par exemple, si on s'imagine qu'on veut juste faire la chasse à des faux positifs qui reviennent régulièrement dans le système, on peut avoir envie de se dire, OK, on va faire que de l'acquisition de pièces saines. Donc, ça, c'est l'avantage de bosser en usine. C'est que on est capable de demander à nos clients des boîtes de pièces saines où on peut en tout cas assumer que la plupart de la production est saine. Et donc, c'est raisonnable de se dire, OK, on va faire une session d'acquisition d'images et ces images, on sait à 100% qu'elles sont saines. Ça, c'est bien parce que du coup, les faux positifs qui vont sortir vont permettre de miner les bonnes images et la réannotation sera temps nul puisque en fait, on sait par défaut que l'intégralité des images sont saines. Donc, on peut directement les réintégrer au training set sans avoir besoin de faire des tours de passe-passe de machine learning. Donc ça, c'est un cas facile. Nous, on va s'intéresser à un cas qui est un peu plus compliqué où on n'a pas forcément envie juste d'éliminer des faux positifs, mais on peut vouloir apprendre des nouveaux modes de pièces, des nouveaux modes de défauts. Donc parfois, l'aspect des défauts change un peu. Hein, c'est un des inconvénients
de la production en usine, c'est l'aspect des pièces est soumis au changement, ainsi que le système d'acquisition d'ailleurs. Donc, un des inconvénients, c'est de l'utilisation de la donnée de mentoring dans un cas comme celui-ci. Ça va être qu'on ne va pas pouvoir tirer parti de l'intégralité de l'information sur l'image. Pourquoi? Parce que, en fait, on va pouvoir n'utiliser que ce qui a été réannoté par l'opérateur. Donc, en rouge, ici, vous avez la prédiction du modèle. En bleu, la ground truth. Donc, l'opérateur ici va donner un feedback sur cette zone rouge, donc true positif ou faux positif. Le problème, c'est si on imagine qu'on a, par exemple, un autre défaut ici, qui n'a pas été détecté par le modèle, mais qu'on a quand même envie d'apprendre. Et donc, un tel défaut qui n'est pas détecté, c'est un faux négatif. Et donc, ces faux négatifs, en fait, on n'a pas l'information de savoir s'ils sont là ou pas. Donc, on ne peut pas se permettre de juste dire, OK, là-dessus, on sait, et tout le reste, on va dire qu'il n'y a pas de défaut. Puisqu'en pratique, on peut avoir des défauts ailleurs qu'on a envie d'apprendre. Donc ça va être important, et c'est là où l'idée de labellisation partielle va vraiment entrer en jeu. Donc la notation, elle va être partielle parce que tous les faux négatifs, on n'y aura pas accès. On aura accès avec certitude uniquement à l'information de la prédiction du modèle, qui est, je le rappelle, true positif ou faux positif. L'autre inconvénient, c'est que la détection ne va pas forcément être très précise, comme vous le voyez ici. Donc, ce n'est pas forcément évident de dire que cette zone-là est un trou positif. Voilà, donc il peut y avoir quand il y a overlapping entre le défaut, une zone défectueuse et une zone non défectueuse, il peut y avoir un questionnement sur qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc là, dans tout ce qui va suivre et sur cette image, vous voyez que ce qu'on va faire, ça va être appliqué à de la segmentation, mais il faut imaginer que ça peut être transposé directement à, par exemple, de l'object detection. Donc, on peut imaginer faire la même chose avec des anchor blocks. Donc, ça va être valable à peu près dans toute la suite. Alors, j'ai une ouais, petite question, Antoine. ouais. Excuse-moi, elle vient de personne, elle vient de moi hein, directement. Sur ce que tu viens d'expliquer là, c'est quoi l'impact des biais du système d'acquisition? Quand tu dis biais du système d'acquisition, tu Je penses… parle caméra, lumière, Alors, ouais, géolocalisation, site. j'en ai très peu parlé au début, mais c'est un gros challenge pour nous aussi. Le fait que le système d'acquisition soit lui aussi soumis à des changements. Donc, il n'y a pas que la production qui change, il y a aussi le système. Et donc, voilà, une lumière qui tombe en panne, une caméra qui bouge un peu, de la lumière qui change autour, a un impact sur le système. Et donc, ça, on va en parler un peu plus loin dans la présentation. C'est un problème pour les entraînements, puisque deux acquisitions faites à des jours différents peuvent avoir un léger shift. Donc là, en termes d'entraînement, il va falloir pallier à ça d'une manière ou d'une autre. Et je suppose que c'est pareil pour le biais lié aux opérateurs qui, sur place, requalifient effectivement tes annotations. Oui, absolument. Donc après, il y a aussi un biais dans la notation, donc qui est la subjectivité liée à décider si ce défaut est un défaut ou pas. Donc là, ça va plus être des histoires de bruit dans la notation. Mais Ok, il y a vraiment ces deux choses-là à prendre en compte en termes de bruit, je dirais. d'accord. Et pour l'histoire du biais de système d'acquisition, on va en parler après, c'est assez intéressant. Et on va avoir le cas dans nos expériences. C'est ce que Pierre m'a direct envoyé en me disant oui, oui, on va en parler. OK. Voilà ce qu'on va utiliser comme données. Donc, si on fait le petit récap rapide, on a une ligne de production sur laquelle on a des pièces qui passent. On fait de l'acquisition, donc en permanence, on enregistre les images. On va éliminer les images d'intérêt grâce à un modèle qui est pré-entraîné déjà sur site, déjà déployé sur site. Et ensuite, ces images qui sont minées, on va les faire annoter par un opérateur sur site rapidement. Donc avec l'inconvénient que c'est plus bruité, mais c'est très rapide et c'est partiel. Donc c'est l'autre inconvénient avec lequel on va devoir jouer. Et donc la question, ça va être maintenant comment est-ce qu'on peut faire
pour entraîner un modèle de machine learning à partir de cette information qui est partielle. Donc, on va voir ça tout de suite. Pour les expériences, voici un petit descriptif des datasets qu'on utilise. On va se donner un jeu de données original, qui est le jeu de données sur lequel le modèle déployé fictivement en usine est entraîné. Donc, on a un modèle qui est entraîné sur Train Original, qui est le dataset Train Original qui est déployé en usine. C'est le modèle qui va servir à se générer Train Mentored. Donc, ce modèle baseline entraîné sur Train Original va miner des images d'intérêt avec des prédictions qui vont être confirmées par un opérateur ou infirmées selon le cas faux positif ou true positif. Et donc, on se retrouve avec un dataset de mentoring sur lequel on a à la fois des faux positifs et des true positifs sur lesquels on veut entraîner. Et pour mesurer un peu l'impact de ce qu'on veut faire, donc le but final, c'est d'améliorer le modèle sur des nouveaux modes. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que entre le dataset original et le dataset mentored, l'aspect des pièces ne va pas exactement être le même, le système d'acquisition n'est pas exactement le même, il y a un petit biais. Ce qui fait qu'en fait, sur ce train mentored, c'est pour ça qu'on a des faux positifs, des faux positifs dessus. Et donc, l'idée, ça va être d'améliorer les performances du modèle de baseline sur un validation qui a la même distribution que le train, bien sûr. D'accord, je pense qu'on a une question de Pat qui dit comment est entraîné le premier modèle rien qu'avec des pièces saines. Donc, je suppose que tu viens de répondre en partie. Alors, oui, du coup, le modèle n'est pas entraîné juste avec des pièces saines. Comme vous pouvez voir ici, il y a 10 000 labels, donc annotations. Et donc, ces annotations sont des annotations de défaut. Donc, ici, on est dans un cadre supervisé. Et donc, on entraîne à la fois avec des images healthy et des images défectueuses. Et donc, l'idée, ça va être d'améliorer les performances à la fois en termes de faux positifs et à la fois en termes d'apprentissage de nouveaux modes de défaut ou de nouveaux modes de pièces. Voilà, je pense que ça répond à la question. Pat, dis-nous, fais-nous un petit commentaire si ça répond ou pas à la question. Ok. Alors, j'en étais où du coup? Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on va set up un modèle baseline qui est entraîné sur la donnée originale qu'on utilise pour le mining. Et ce à quoi on s'attend, qui est marqué ici, c'est un domain shift entre ces deux datasets. Donc, on s'y attend d'avance et on se doute déjà de comment on va faire pour pallier au problème. Alors, voilà une description de l'approche que chez nous on appelle mask loss. Donc, l'idée, c'est pas une idée qui est c'est une idée qu'on retrouve un peu dans la littérature sous diverses formes. En fait, pour des images qui proviennent du training original, alors j'ai oublié de mentionner, donc sur ce training, on va entraîner à la fois sur le jeu de données original et sur le jeu de données mentored. Donc, on prend ces deux datasets, on en fait un gros dataset, et le but, ça va être d'entraîner sur ces deux datasets en même temps depuis zéro et de faire une bonne performance sur le validation du dataset mentor. Alors, si jamais le modèle voit une image, à l'entraînement, je parle, si jamais le modèle voit une image du dataset original, on fait comme d'habitude. Donc, dans le cas Object Detection, on fait notre, je sais pas, donc FastRCNN ou SSD, on backprop sur nos Anchor Box. Dans le cas de la segmentation, on backprop sur nos pixels. Pour le dataset mentored, on ne va pas pouvoir backpropager partout. Donc, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, on pourrait avoir un faux négatif. On n'a pas l'information de ce qui se passe sur le reste de l'image, donc on ne peut pas mettre un 0 partout ici. 0 étant pas de défaut et 1 étant défaut. Par contre, ici, on a des détections du défaut qui proviennent du processus de mentoring et qui ont été réannotées par l'opérateur comme étant, donc ici, je pense que tous les deux sont des faux positifs. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que ce qu'on va faire, c'est que si on n'a pas l'information, on va tout simplement pas backpropager. Donc, on va mettre un indice au niveau d'un masque qui correspond au niveau du masque de la target pour faire en sorte que la loss ne prenne pas en compte ces pixels-là.
où c'est encore box là dans le cas Object Detection. Et par contre, là où on a l'information, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire faire la backpropagation sur ces zones-là. Voici à quoi ça peut ressembler en TensorFlow par exemple. Donc on va se donner un masque où on a nos faux positifs de mentoring, un masque où on a nos trous positifs de mentoring, un masque où on a nos trous positifs originaux et un masque où on a notre background original. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en plus on peut par exemple s'amuser, on ne va pas le faire dans les expériences à suivre, mais à mettre des facteurs plus ou moins importants sur tel ou tel masque. Si par exemple on a envie qu'à l'entraînement, le modèle se focus plus sur les faux positifs que sur les trous positifs de mentoring. Voilà, donc on peut imaginer tout un tas de stratégies après selon le cas. C'était juste à titre un peu démonstratif, mais ce n'est pas le plus important dans la suite. Donc on va sommer toutes nos losses sur chacun des pixels et diviser par le total de pixels backpropagés. Il y a une subtilité avant de continuer à comprendre, c'est qu'on ne peut pas se permettre de lancer l'entraînement tel quel. Pourquoi en fait, sur une image qui provient du dataset original, si on revient ici, pour une image qui provient du dataset original, donc c'est pas une image comme ça, la loss par pixel par image va être assez basse. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'image, c'est du non défectueux. C'est une zone non défectueuse, donc le modèle va être assez confiant sur le fait que la zone soit non défectueuse, et la loss va être très basse. Donc les rares pixels sur lesquels on a des détections vont être noyés dans le grand nombre de pixels sains. Et la résultante, c'est quoi? C'est que la loss par pixel de l'image, d'une image qui vient du dataset original, va être faible. Pour le dataset mentored, comme ici, ça ne va pas être le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces pixels-là, on ne les compte pas dans la loss. Donc, par image, la loss va concerner exclusivement ces pixels-là, qui vont en fait avoir une loss élevée, puisque ce sont des cas par construction tendus, donc des cas limites, sur lesquels le modèle n'est pas forcément très bon, donc la loss va probablement être assez élevée. Donc, le problème en résumé, c'est que si pour un batch donné, il n'y a que des images originales, on va avoir une loss qui est plutôt basse. Et si on n'a que des images qui viennent du dataset de mentoring, ici ça s'appelle update, la loss va être plus haute. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire ce sampling de batch de façon aléatoire, puisque si on fait ça, on va se retrouver certains batchs à avoir une loss très haute, d'autres où la loss sera instantanément plus basse. Et donc ça crée des irrégularités de training qui font qui perturbent l'entraînement, qui font mal au niveau des performances. Donc pour fixer ça, c'est très simple. Par batch, on va fixer un nombre d'images mentored à mettre dans le batch. Donc on a un ratio qui est fixé. Et donc on a deux générateurs, on peut imaginer deux générateurs qui tournent en parallèle, un sur les données originales, l'autre sur les données de mentoring. Et l'idée, ça va être de se constituer des batchs qui sont équilibrés. Alors, voici les premiers résultats que nous attendions tous. En bleu ciel, vous avez la baseline. Donc, le MAP, c'est une métrique que nous, on utilise pour mesurer la performance et qui, grosso modo, dans notre cas, va représenter l'air sous une courbe précision recall. Donc, on peut assimiler ça. Donc, si vous avez fait de l'object detection, vous voyez ce qu'est le MAP. Sinon, vous pouvez imaginer que c'est un AUC. Notre objectif, c'est qu'il soit le plus proche possible de 1. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur le dataset original, la baseline fait une certaine performance. Sur le dataset de mentoring, évidemment, la baseline est moins bonne, 0,6 versus quasiment 0,9 ici. Donc ça, on s'y attendait. Il y a un petit domain shift. Les pièces ne sont pas exactement les mêmes. Les défauts ne sont peut-être pas exactement les mêmes. Donc, il est normal que la baseline soit moins bonne. Plus de faux positifs, plus de faux négatifs. Et en termes de mask loss, donc on entraîne en plus avec ces images de mentoring, avec cette stratégie mask loss. Sur le jeu de données original, on ne perd pas en performance. Ça, on s'y attendait à peu près.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, sur le jeu de données de mentoring, là, on fait plus 13 points. Donc, c'est cool, ça veut dire qu'on a amélioré les performances de façon significative sur le jeu d'évaluation de mentoring. Donc, c'est très encourageant parce que ces images de mentoring ont été annotées très rapidement comparées à une notation, classique plus lente. Si on regarde un peu plus en détail, par exemple, on peut fixer des cutoffs de détection et aller regarder pour un point donné qu'est-ce qu'on a en précision et en recall. Et on se rend compte qu'en fait, les prédictions pour un modèle mask loss vont être shiftées vers des probabilités plus hautes. Donc, pour les défauts du dataset de mentoring, le modèle de mask loss va prédire ces défauts avec les défauts du dataset mentor avec une probabilité plus haute. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que alors, je termine. Notamment, on voit qu'on a perdu énormément en précision, ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de faux positifs pour ce cutoff donné sur le dataset de mentoring. En fait, ce qu'on suspecte qui se passe à ce moment-là, on va y revenir, ce ne sera pas forcément très clair du premier coup, ce n'est pas très facile à expliquer comme ça. Le modèle de mask loss ne va pas pouvoir apprendre sur des faux positifs qu'il n'a pas vus. Donc, en fait, la seule information que récupère ce modèle de mask loss sur les données de mentoring, c'est de l'information qui provient du modèle de baseline qui a été entraîné ici. Donc, par exemple, si c'est arrêté époque 250, on va prendre c'est ce modèle-là qui a servi à se générer les masques de où est-ce qu'on fait la backpropagation, où est-ce qu'on ne fait pas la backpropagation. Donc, ce modèle de mask loss ne va pas pouvoir apprendre des choses qui sont en dehors évidemment des prédictions du modèle de baseline original. Et donc ça va être problématique puisqu'en fait, le modèle mask loss ne va pas pouvoir bien apprendre à ne pas générer des faux positifs sur des zones sur lesquelles il peut pas avoir l'information puisqu'il n'a jamais vu. Donc là, la solution qui apparaît pour améliorer ce résultat, c'est de se dire, OK, ce qui pourrait être pas mal, c'est de réintégrer de l'information qui provenait du modèle baseline dans le modèle mask loss en plus. Donc, pas seulement avoir l'information de juste à l'échelle des zones de mentoring, donc des zones qui ont été réannotées, mais de récupérer par un quelconque moyen de l'information en plus qui proviendrait du modèle de baseline. Alors, 3 méthodes pour faire ça. La première méthode, qui est une méthode un peu implicite, c'est de repartir de l'état du modèle de baseline. Donc, au lieu d'entraîner depuis zéro, from scratch, on va entraîner le modèle de mask loss à partir des poids du modèle de baseline qui a servi à générer les annotations de mentoring, les prédictions. Donc, en faisant ça, on va permettre le. Si. Je pense qu'il y a un mot qui n'est pas coupé. Ouais, Louis, si tu nous entends, si tu peux couper ton micro. Les bruits de cuisine. Il y a cette première technique. La deuxième technique qu'on va pouvoir utiliser, ça va être plutôt que d'utiliser un état implicite du modèle, on va utiliser une information assez forte qui est liée au fait que chez nous, à Scortex, on peut savoir quelles images sont saines à coup sûr. Donc, c'est-à-dire on a la capacité de faire des acquisitions en les flaguant healthy de façon facile. Donc, ça, c'est une information forte qu'on va pouvoir utiliser en plus. Et une troisième façon de faire, c'est d'utiliser les prédictions du modèle baseline. Et donc là, il faut voir ça comme une technique similaire à la technique numéro 2. De toute façon, on va détailler, mais avec une assumption beaucoup plus faible, puisque là, on ne va pas du tout réutiliser de connaissances additionnelles sur la donnée, on va juste utiliser de la connaissance du modèle précédent. Donc, ce schéma, il est là un peu pour récapituler le problème qu'on avait probablement avant. Dans le cas d'un modèle mask loss entraîné from scratch,
on va avoir un faux positif qui est… Alors, si on a… En fait, le problème, c'est ce modèle entraîné from scratch. S'il génère un faux positif en dehors des zones de backpropagation, ce FP ne pourra jamais être appris. Et donc, il n'y a aucune chance que les features soient ajustées pour cette zone-là, par exemple, pour ce faux positif-là, pour qu'il disparaisse. Donc, l'erreur va être maintenue puisqu'on ne fait pas la backpropagation dessus. Notamment, ça va être surtout vrai pour les pixels en fait, de background, où en fait, on n'a pas le… Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pixels ici, principalement, c'est des prédictions qui sont sur des pièces. Et donc, en fait, on n'envoie pas de l'information du background. Or, on se rappelle, le background, il peut changer d'aspect. C'est cette histoire de domain shift à cause du système d'acquisition qui change un peu. Donc, on peut avoir des faux. C'est tout à fait possible qu'on ait des faux positifs sur le nouveau background qui a un peu changé. Donc, ces faux positifs-là, on ne va pas pouvoir les éliminer. À l'inverse, si par exemple, c'est la première stratégie, si on utilise le modèle depuis l'état où il a généré ses prédictions, et ben en fait, on sait que les features sont de base pas alignées pour générer des faux positifs tels que celui-ci. Et donc, on a un peu gagné puisque en fait, les faux positifs d'intérêt ils vont être sur les zones de backpropagation. Voilà à peu près l'idée. Et donc, si en pratique, on réentraîne, ce qu'on observe, c'est qu'on gagne de la perf. Alors, il faut un peu nuancer pour cette technique-là, puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est quand même qu'on réentraîne le modèle. Donc, ça veut dire donner des époques en plus sur lesquelles le modèle a l'occasion tout simplement de s'améliorer. Donc, par rapport aux techniques qui vont suivre, qui ne nécessitent pas un réentraînement à partir de l'état d'un état donné de la baseline, la comparaison n'est pas hyper juste. Pour autant, on peut voir que les modèles ont à peu près convergé. Donc, c'est assez raisonnable de se dire que l'essentiel du gain est dû à cette histoire de je réinjecte de l'information grâce à l'état du modèle précédent. Et donc là, on voit qu'on gagne 9 points par rapport au modèle mask loss. Donc, ce qui fait autour de 20 points par rapport à la baseline, ce qui est très correct. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, ton modèle de baseline, enfin ton modèle initial, enfin, faut être sûr de ne pas se planter parce que, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu es quand même challengé puisque le nombre de réentraînements que tu vas devoir faire et donc le temps que tu vas passer derrière va quand même être lié à cette performance initiale. Ouais, c'est-à-dire que ça suppose quand même que le modèle que tu utilises à la base soit suffisamment bon. Ouais. D'accord. Et ça, vous êtes assez confiant chez Scortex pour le coup quand vous faites ce genre de choses? Pour ce cas-ci, oui, puisque c'est notre démonstrateur. Donc Ouais. les pièces sont très bien connues et les performances sont bonnes. Donc le modèle est, disons que c'est un cas qu'on connaît bien et les courbes d'entraînement on connaît bien et je pense que c'est raisonnable de dire que tous les défauts sont bien appris. Et donc vraiment le seul problème, ça va être cette histoire de domain shift entre les datasets. D'accord. Et donc, mais par contre, chez le client, pour le coup, là, tu joues un peu ta vie sur les. Encore une fois, premiers sets, non? pour le client, ça va très bien marcher. Ça présuppose juste d'avoir des modèles de machine learning qui fonctionnent, qui sont bien entraînés à la base, donc qui ont des bonnes features de base. D'accord. Et ça, c'est pareil, c'est une de vos forces d'arriver à faire ça chez Scortex, d'avoir effectivement des bonnes features dès le départ, d'avoir des bons training sets qui vont permettre d'aller vite et de montrer. Ouais, en fait, c'est ça, c'est tout ce travail-là, c'est lié à essayer d'obtenir la donnée de la meilleure qualité possible. Et une façon de faire, c'est cette histoire d'active learning qui est de miner les images les plus intéressantes pour, plutôt que d'avoir des énormes datasets avec énormément d'images pas forcément utiles, on va préférer des plus petits datasets mieux conçus grâce à cette histoire de mining. Donc, non seulement ça permet d'avoir de la donnée de meilleure qualité, mais aussi le fait d'avoir des datasets qui sont moins gros
ça permet de faire des entraînements plus rapides aussi. C'est ça que je n'ai pas mentionné au début. Mais c'est vrai que le problème d'avoir énormément de données et de pas filtrer, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec des datasets qui font des millions d'images. Et donc, une époque dure hyper longtemps. Donc après, il faut ruser, ou bien on ruse pour que cet entraînement soit plus rapide, ou bien à la source, on s'assure que les données soient le plus synthétique possible, si j'ose dire. Ok. Et est-ce que, j'ai une petite question, est-ce qu'à chaque début de projet, vous repartez avec un modèle en gros from scratch ou qui a déjà appris d'un de vos projets précédents s'il a été similaire? C'est une bonne question. C'est un sujet de recherche très actif en ce moment. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on a envie de faire dans le futur. Pour l'instant, c'est un peu les deux, mais on est en train d'essayer de se donner des modèles maison, donc entraîner un peu, par exemple, sur un customer, et puis de voir si ça se transfère, si le modèle se transfère bien sur un deuxième customer. Et donc, l'idée étant de partir de features les plus globales possibles pour faire le transfert bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus se permettre d'utiliser forcément des features de type réseau préentraîné sur ImageNet, parce que le cas est quand même assez différent de ce qu'on fait. La détection de défauts subtils sur des pièces métalliques ou plastiques peints, ce n'est pas forcément, même pas du tout, le même cas d'usage que détecter des éléphants et des chameaux sur des images. Sur des images. Donc, les features seront pas d'intérêt, seront pas les mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas de features qu'on peut trouver sur Internet et qu'on essaie de se donner des modèles préentraînés à partir desquels on peut entraîner. Donc, à la fois pour gagner du temps et pour gratter quelques points de performance, bien sûr. Effectivement, il y a la remarque de Pierre en plus par rapport à ça. Ouais. Attention, pour la majorité des clients… Ah, ça y est, il est parti. Voilà. Attention, pour la majorité des clients, on n'a pas le droit légalement de faire ces idées de transfert learning. Ouais, c'est un gros problème. Donc, nous, on le fait en recherche, mais après, c'est effectivement difficile d'un point de vue légal. Ça va dépendre des contrats. Certains clients sont plus enclins que d'autres, mais la plupart des industriels, enfin beaucoup d'industriels, sont peu réticents à partager leurs images. Ça, c'est bien sûr compréhensible, mais aussi sur le partage sont aussi réticents au partage de poids de modèles. Et donc, pas forcément évident de faire comprendre. Donc, ouais, derrière, il y a des histoires de pédagogie et faire apprendre, éduquer un peu nos clients sur ce que c'est que le machine learning et à quel point c'est OK de partager des poids, mais le client comprend très bien que lui, s'il vient en premier et qu'il y a un client qui arrive derrière et que le client bénéficie de son modèle préentraîné, bah, c'est injuste. Donc, effectivement, il y a cette… Est-ce que tu as une notion aussi de propriété du modèle auprès de ton client? C'est pas… Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, après, les questions légales, ça me dépasse, me dépasse carrément. Mais ce qui est certain, c'est que la question se pose et que c'est vraiment quelque chose d'important quand on va signer les contrats, de savoir à quel point le modèle appartient au client ou à Scortex. Les données, généralement, c'est systématiquement le client. Mais pour ce qui est du modèle, c'est toujours plus délicat à discuter. Donc, Cela dit, je suppose que vous mettez en avant votre expertise et que ça aide aussi pas mal à convaincre le client et que vous capitalisez systématiquement. Dès que vous faites un modèle, en fait, quelque part, c'est de l'asset supplémentaire qui arrive chez vous. Ouais, après, on capitalise aussi sur le fait de dire bon, voilà, on a déjà beaucoup de clients et si vous vous joignez au lot, bah, vous bénéficiez du pool de données qui permettent de pré-entraîner des modèles, par exemple. C'est une façon de tourner la chose qui peut inciter les gens, les clients, du coup, à accepter le partage des modèles plus facilement. Parce que s'ils refusent, du coup, ils bénéficient. L'avantage, c'est que bon, sur leur histoire
de privacy gagne. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est qu'ils ne bénéficient pas du truc partagé. Alors, il y a une remarque de Sonia qui dit avec certaines méthodes, on peut revenir aux données d'origine niveau sécurité, c'est pas top. Avec les SIFT, par exemple, on peut retrouver l'image d'intérêt. Un peu flou et tordu, mais on peut. Ouais, je crois que je me demande si c'était pas le papier de Facebook, un papier de Facebook récent où ils flaguaient ils arrivent à retrouver les. En fait, ils arrivent à savoir si une image a été utilisée pour entraîner un modèle. D'accord. Ouais. J'ai pas lu les trucs en détail, mais je sais que ouais, ce genre de truc est possible. Donc c'est pas du tout mon champ de recherche, cette histoire de privacy sur comment faire en sorte que les modèles entraînés soient bien sécurisés et privacy-ish. Mais je sais que ça Privacy compliant. Compliant, c'est le mot. Excuse-moi, la question est un peu. Pardon. Ouais, ma question t'a un petit peu fait sortir. Je propose que tu reprennes et ouais, on va essayer de revoir les questions à la fin. De pas trop dériver. Excusez-moi, il y a juste une remarque de Pierre Nagorny. Est-ce qu'elle est pertinente maintenant ou on la met juste un peu après? Je vois pas la. Alors, le truc, c'était rétro-engineering de modèles. C'est encore plus vrai sur des CNN. Les features de haut niveau sont les défauts. Rétro-engineering de CNN. Voilà, comme ça, je vois pas, mais je pense que c'est lié au sujet qu'on vient d'aborder, qui est du coup un petit peu. Ok, bon, on laisse de côté. Vas-y, continue. Ok, alors du coup, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on a vu juste avant, c'est on fait plus 9 points en réinjectant cette information, donc juste tout simplement en réentraînant, ce qui est très simple. Et en regardant toujours à ces mêmes cutoffs ce qui se passe au niveau de la précision du recall, on maintient le recall qu'on avait avec la mask loss, mais on gagne en précision. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réduit effectivement le nombre de faux positifs. Et comment on a fait ça? On a fait ça en réinjectant de la connaissance préalable du modèle baseline. Et donc ces faux positifs qu'on avait ici ne sont plus, puisqu'à la base, les features ne sont pas alignées pour que ces faux positifs apparaissent. Et donc, si l'entraînement est raisonnablement stable, ils apparaîtront pas dans la suite. Donc, ces faux positifs, on les a plus, et c'est de là que provient l'essentiel du gain qu'on peut observer sur ce plus 9. Du coup, la deuxième technique, qui va être plus directe, plus cash, mais qui du coup, va supposer qu'on a une connaissance en plus sur la donnée. Donc, il y a beaucoup de texte ici, mais ce n'est pas forcément important de tout lire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on peut, chez Scortex, flaguer les données qui vont être saines. Donc, c'est un peu, si on se rappelle le cas le cas facile données mentoring, où en fait, on fait passer que des pièces saines, on génère des faux positifs, et comme ça, on fait une campagne de faux positifs. Où le but, ça va être de les éliminer. Et ben en fait, ça, on peut quand même le faire. On peut quand même flaguer des images qui vont être saines avec l'interface tactile. Donc, c'est-à-dire que l'opérateur est capable de dire, à partir de maintenant, toutes les pièces sont saines. Et donc, voilà, par exemple, s'il est sûr de lui sur le fait que la série qui arrive est bonne, ou si manuellement il prend une caisse qu'on lui a certifiée comme saine et qui fait passer les pièces saines, on est capable d'avoir cette information. C'est sûr, cette image est saine. Cette acquisition est saine, et donc cette image est saine. Et nous, on l'a fait pour nos expériences. Donc, c'est-à-dire quand on s'est généré la donnée de mentoring, on a flagué les acquisitions qui étaient saines à 100%. Donc, à chaque fois qu'on a fait passer des pièces saines, on a signifié au système que la pièce était saine. Et donc, en fait, ça, c'est bien parce que du coup, ça va pouvoir permettre de séparer le dataset de mentoring en deux. D'un côté, on aura les images qui seront saines et sur lesquelles on pourra faire la backpropagation comme sur le jeu d'entraînement originel. Et de l'autre côté, on a nos données de mentoring sur lesquelles on a des défauts, des trous positifs, et donc sur lesquels il faut qu'on fasse notre technique de mask loss habituelle.
Donc l'avantage, c'est qu'il y a zéro computational overhead par rapport à un entraînement mass close classique. C'est juste changer un peu le paradigme et dire, en fait, dans mes images de mentoring, il y en a une partie que je suis capable d'associer aux images originales, c'est-à-dire je connais tout sur cette image, sur la totalité de l'image. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en faisant ça, on est capable, pareil, de gagner quelques points. C'est à peu près similaire à ce qu'on a en réentraînant. Sauf que là, du coup, il n'y a pas besoin de réentraîner, donc on peut l'avoir from scratch. L'effet est le même, donc c'est-à-dire que ce qui est amélioré, c'est principalement, quand on regarde, je n'ai pas mis les courbes, mais c'est la précision. Donc on réduit le nombre de faux positifs en réinjectant de l'information, mais cette fois-ci qui ne vient pas du modèle de baseline exactement, mais qui est de l'information forte supplémentaire qu'on a sur les données. Et c'est grâce à ça qu'on peut améliorer le modèle mass loss. Du coup, voilà pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis peut-être passé un peu rapidement. S'il y en a, n'hésitez pas. La troisième technique, c'est une technique pour laquelle on s'est directement inspiré d'un papier qui s'appelle Omnia. Donc on a nommé la technique de la même façon, puisque l'approche est vraiment extrêmement similaire. Donc ce papier qui vient de nos confrères de chez Euritech, je vais décrire l'idée. Plutôt que d'utiliser l'état du modèle de baseline, on va utiliser ses prédictions. Donc, si on fait que mask lost, en termes de ce qu'on backpropague, on fait que la backpropagation sur ce qui est en violet ici. Dans le cas de Omnia, en fait, on va utiliser le modèle de baseline en plus pour générer des zones d'incertitude. Donc, on va aller regarder entre le threshold qui a servi à générer ces faux positifs et un threshold assez bas. On va aller regarder tout ce qui se passe sur ce range de threshold et flaguer ça comme étant je ne sais pas ce que c'est. Donc, je suis désolé pour les couleurs qui changent entre les trucs, entre mask loss et mask loss plus Omnia. Mais du coup, ici, la zone qui n'est pas backpropagée, c'est le turquoise. Donc, tout ce qui, et évidemment, ça va correspondre à ce qui est un peu autour des prédictions. Et vous voyez ici, ces zones-là, en fait, c'est des zones qui correspondent à ce qu'on a sur la pièce, des reflets, voilà. Donc, ils peuvent être des choses un peu confuses pour le modèle. Et donc, comme c'est trop confus pour le modèle, on décide de ne pas faire la backpropagation dessus. Et par contre, la différence avec mask loss, c'est que si le modèle de baseline est sûr que le reste est du background, donc s'il prédit du background avec une très forte probabilité, ce qui correspond à du défaut avec une très faible probabilité, on va backpropager là-dessus. Donc dans le cas mask loss plus Omnia, toute la partie jaune ici est backpropagée avec un gros 0, il n'y a pas de défaut. On va considérer en fait que le modèle de baseline est suffisamment bon étant donné un threshold suffisamment bas sur les défauts. Donc, pas forcément évident à comprendre du premier coup, mais pas si compliqué que ça en fait. Eux, Omnia, ils font ça. Dans le cas d'Omnia, c'est un petit peu différent. Donc, déjà, eux, ils font de l'object detection, donc ils font ça avec des anchor box. Et ensuite, ils ont deux datasets. Un dataset où ils veulent faire de la détection de personnes, je crois, et un autre où c'est de la détection d'autres choses. Donc, je pense que c'est des vêtements, des chaussures ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont deux datasets qui sont annotés sur des items différents. Et donc, chacun des deux peut être considéré comme partiellement annoté. Et en fait, ils vont utiliser un modèle entraîné sur l'un, évalué sur l'autre, et entraîné sur l'autre, évalué sur l'un, pour se générer ces masques d'incertitude. Et donc, grâce à ça, il se génère un gros dataset en concaténant les deux avec ces zones d'incertitude pour pouvoir entraîner sur les deux tâches à la fois, donc détecter les personnes et les vêtements. Donc ici, ce n'est pas exactement la même finalité. On a un seul modèle sur lequel qui est entraîné sur un jeu d'entraînement de base qui, lui, est totalement annoté et qu'on veut améliorer sur un jeu d'entraînement qui est partiellement annoté.
Mais l'idée est directement inspirée et très similaire en termes de cette histoire de threshold qu'on va utiliser pour savoir où est-ce qu'on fait la backpropagation ou pas. Donc, on peut imaginer ça comme une version plus soft en termes de target de la mass close classique. Donc ça, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de supposition sur la donnée et on va quand même faire la backpropagation sur tous ces pixels de zone saine. Et donc, ça va nous permettre de nuker les faux positifs également. L'inconvénient, c'est qu'on a un petit overhead au niveau du training, puisqu'en fait, en plus des défauts, en fait, dans notre pipeline, on fait de la data augmentation. Et donc, en plus de l'image et des défauts dont on fait l'augmentation, il va aussi falloir faire l'augmentation de cette map de confidence. Donc, à l'avance, on peut créer toutes ces maps pour tout le training set. Mais à un moment donné, pendant le training, comme on fait de l'augmentation en stream, il faut que cette augmentation soit faite. Et donc l'augmentation, ça fait un coût x2. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue très macro par époque ce qu'on fait x2, puisque les choses sont un peu parallélisées quand même, on fait que x 1,5 en temps de training. Donc ça fait quand même un overhead important. La technique est un peu plus compliquée à mettre en place, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas de prérequis sur la connaissance de la donnée. Et quand on regarde les performances, encore une fois, on gagne pareil, à peu près quelque chose de similaire. Et en fait, quand on regarde les courbes, les courbes et l'output du modèle, l'effet est vraiment tout le temps le même. On gagne en précision, donc on réduit les faux positifs sur le background. C'est ça qui se passe à chaque fois. Et les 3 méthodes sont 3 façons différentes d'y arriver. Alors, en fait, ce qui va se passer, notamment dans le cas Zero Label et Omnia, donc les technique 2 et technique 3, c'est qu'on va perdre un peu en recall. Je n'ai pas montré les courbes, mais on perd un peu en recall. Et là, on commence à aborder le problème du domain shift, parce qu'en fait, quand on commence à backpropager sur tous ces pixels qui proviennent d'un dataset de mentoring, d'un dataset qui ne suit pas exactement la même distribution que le premier dataset, là, on va commencer à avoir un souci de domain shift. Donc, le souci de domain shift consiste à quoi comme conséquence? Il a comme conséquence que le modèle apprend des features qui vont être différentes pour les 2 domaines. Et donc, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On veut des features qui soient bonnes pour les 2 domaines en même temps. Et on va voir que, en fait, le fait de faire de la domain adaptation, qui va permettre de corriger ce domain shift de façon artificielle, va aussi avoir le même effet de faire du nuking de faux positifs sur le background. Alors, voilà à quoi peut ressembler un domain shift chez nous. Ici, assez subtil, mais vous voyez que donc ça, c'est la même caméra sur 2 systèmes différents, je crois, puisque les 2 jeux de données proviennent de systèmes différents. Et vous voyez donc que l'aspect est relativement similaire en termes de colorimétrie, je dirais, mais en termes d'ombre et d'éclairage, la position des lumières change un petit peu et la position des caméras probablement change un peu aussi. Donc ça va poser souci. Et puis c'est sans compter que les pièces ne sont pas forcément exactement les mêmes. Donc, à partir du moment où on incorpore plus de connaissances sur les données de mentoring, donc notamment via Zero Label et Omnia, on va commencer à backpropager beaucoup sur 2 domaines différents. Tous ces pixels de background, ça commence à représenter. Et donc, le modèle, très vite, va être tenté d'apprendre les 2 en séparé. Et donc, une solution à ça, c'est de faire de la domain adaptation de type adversaire. Et donc là, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce papier il date de 2016, qui explique assez bien le concept. On a les features qui sont séparées pour un modèle qui n'est pas entraîné avec une technique domaine adversaire. Donc, chaque feature pour les mêmes classes pour une même classe, les features selon les domaines sont apprises séparément. Et donc, l'idée, ça va être de réaligner les features. Donc, la façon dont on fait ça, c'est dans le cadre de la classification. On a notre modèle, d'accord, et on va aller plugger dans l'espace des features une tête de classification. Et donc là, c'est vraiment très similaire au GAN.
on a une tête de classification qui est en charge de dire d'où provient l'image. Est-ce que l'image provient du domaine 1 ou du domaine 2? Donc, dans le cas des GAN, c'est le discriminateur est en charge de dire si l'image est vraie ou fausse. Ici, la tête de classif est en charge de dire si l'image vient du domaine 1 et du domaine 2. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que ce feature extractor ne puisse pas avoir de feature discriminante entre ces deux domaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on inverse le signe du gradient pendant la backpropagation, ce qui fait que les features vont s'aligner. Pourquoi? Parce que du coup, le discriminateur, le classifier, lui, son but, ça va être de classifier l'image. Donc, les features vont devenir bonnes ici pour classifier l'image, vont devenir le mieux possible. Mais en parallèle, on backpropage l'inverse au reste du réseau. Et donc, ici, les features vont être de sorte à ce que le classifier soit incapable de faire la différence. Ce qui a pour résultat d'aligner les features. Donc l'idée pour nous, ça va être que dans le cas de la segmentation ou de l'object detection, ça va être que des pixels similaires ou des anchor box similaires et des features qui soient similaires. Et donc pour ça, on va devoir adapter un petit peu cette histoire de domain adaptation. Donc plutôt que d'avoir une grosse tête de classif qui prédit 1 ou 0, c'est plus intuitif et ça marche mieux en pratique de se dire qu'on va aller classifier les pixels ou les anchor box une par une. Donc chaque pixel chaque feature pixel, puisque là on est dans l'espace des features, hein, donc chaque feature pixel sur son cube va être classifié comme étant est-ce que c'est un feature pixel qui vient de l'original ou du mentored. Donc ça va avoir le même effet mais en plus fort, rendre le training plus stable, puisque les losses seront comparables. On aura deux losses qui comptent des pixels et pas une loss qui compte des pixels et une loss qui compte une cross-entropie de classification binaire à l'échelle de l'image. Donc déjà, les choses sont comparables. Et ensuite, en termes intuitivement, ce qu'on veut faire, c'est aligner les features à l'échelle des pixels. Et donc ça a plus de chances de marcher que ça, dans le cas de la segmentation. Et pour le cas de l'object detection, on aurait, pour imaginer, un anchor box d'Anne. Donc, voici les courbes de ce qu'on obtient avec la domain adaptation. Donc, un domain adaptation neural network, c'est ça, DAN. Ce qu'on observe, c'est qu'on gagne plus 7 points par rapport à une technique de mask loss classique. Et on voit que, en fait, si on n'utilise pas cet aspect, j'entraîne mon classifier sur des pixels, on n'y arrive pas. Donc, le modèle Vanilla DAN reste un peu bloqué en termes de performance sur mask loss, mais par contre, le fait d'enforce la classification à l'échelle des pixels va fonctionner. Donc là, encore une fois, si on regarde, la précision est améliorée, le recall est maintenu, et on réduit le nombre de faux positifs grâce à cette adaptation de domaine. Donc là, c'est assez subtil. En fait, le modèle, il n'a pas vu à l'entraînement, il a vu à l'entraînement des images du mentoring, mais il a vu que les petits pixels de zone mentored. Il n'a pas vu tous les pixels du background. En fait, il les a vus quand même grâce à cette tête de classif qui, elle, est backpropage sur tous les pixels, puisqu'on a un pixel DAN. Et donc, cette tête de classif va récupérer de l'information sur l'intégralité de l'image mentored. Et donc, grâce à ça, en fait, assez implicitement, le modèle va mieux se comporter sur le background des images mentored, enfin, sur la zone scène des images mentored. Donc, c'est comme ça qu'on y arrive. Et de façon très intéressante, ce qu'on observe quand on fait par exemple de la réduction de dimensionnalité dans l'espace des features, c'est que les features sont effectivement bien alignées. Donc, chaque couleur correspond à une classe de défauts différente. Donc, par exemple, cubicle missing, wheel melted, door broken. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait regarder dans le feature space une réduction de dimensionnalité des embeddings. Et avant adaptation de domaine, on remarque que pour la même classe des défauts, selon que le défaut vient du dataset original ou mentored, les embeddings sont séparés. Et avec la domain adaptation, on aligne les features les unes sur les autres. Même si c'est une vue simplifiée post réduction de dimensionnalité, ça permet de bien de se rendre compte du phénomène qui est en jeu et de ses conséquences. Donc ça, c'est sur le training set.
Et si on regarde sur le validation set, en fait, on voit que ça se transcrit bien. Et donc là, par exemple, on a 3 groupes de défauts, bleu, sombre, marron et orange. Et on arrive très bien à les rapprocher, à les aligner. Donc, ça, c'est assez cool et ça montre qu'intuitivement, on comprend ce qui se passe et on arrive à améliorer la méthode mask loss par cette réinjection d'informations qui, du coup, je le rappelle, peut passer ou bien par une connaissance assez forte sur la donnée ou par le modèle précédent de baseline. Donc, ou bien reprendre l'état, c'est-à-dire refaire le réentraînement, ou bien réutiliser les prédictions du modèle avec une méthode type Omnia, ou bien faire de la domain adaptation, ce qui en fait a le même effet. Et en fait, si on fait, on peut même essayer de faire de la domain adaptation en plus d'une de ces autres techniques, comme zéro label. En fait, en pratique, on n'observe pas de gap de performance, mais il est possible que la limite ici soit la capacité du modèle et qu'on a atteint un peu la capacité du modèle à apprendre de 2 domaines différents et qu'il faudra utiliser peut-être une archi, par exemple, plus grosse pour pouvoir voir des différences entre ces 4 expériences-là, par exemple. Donc ici, un petit récapitulatif un peu de ce qu'on améliore. Combien on gagne sur quoi? Donc sur l'original et sur le jeu de mentor, qui est ce qui nous intéresse le plus. Donc l'idée ici, c'est de faire 0 ou du positif. Et ici, c'est de faire absolument le plus de positif possible. En guise de conclusion, c'était un petit peu long, on a un peu débordé, mais c'est pas grave, c'était intéressant. On a présenté une méthode qui permet depuis la ligne de production, donc depuis un contexte temps réel, de récupérer des images qui vont être intéressantes. Alors après, on aurait pu avoir des images encore plus intéressantes si, par exemple, au lieu de prendre les prédictions brutes du modèle, on prenait que les prédictions les plus incertaines, ce qui revient un peu à baisser les cut-offs, on prend des cut-offs intermédiaires. Donc, on peut imaginer ça comme truc à essayer après, comme expérience à essayer après. Mais dans tous les cas, on a réussi à miner des images d'intérêt qui sont ensuite réannotées rapidement sur la ligne par un opérateur et qui peuvent être ensuite directement réutilisées pour un réentraînement. Donc la méthode consiste à ne backpropager que sur les endroits où la réannotation a été faite. Les améliorations, on a déjà passé beaucoup de temps dessus, j'y reviens pas. Donc, ou bien on peut utiliser le modèle qui a servi pour les prédictions, ou bien on peut utiliser des informations additionnelles. On peut aussi faire de la domain adaptation, qui est en fait un peu complémentaire, mais en même temps un peu le même effet que ça, qui est principalement apprendre des meilleures features pour tout ce qui va être zone saine sur le background. Des images, des zones saines sur les images mentored. Et donc, je disais tout à l'heure, la limite, ça pourrait être, à partir de maintenant, la capacité du modèle. Et donc, ça, c'est des choses qui nous restent éventuellement à tester dans le futur, mais ces résultats sont déjà assez encourageants. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y en a une. Il y a une question de Bruno Seznek qui dit merci beaucoup pour toutes ces infos. Et pour info, quelle taille d'image vous utilisez? Alors, pour ce cas précis, si on revient, je pense que ça doit être marqué tout au début. Bon, je ne vais pas revenir tout au début, mais c'est autour de 1920 par 1080 pour ce cas ici, en couleur. Et après, pour nos clients, c'est rarement moins, mais ça peut être beaucoup plus. Donc, on peut être sur des images très haute résolution, plus que HD. Alors, 1200, 1920, nous répond Pierre. Ouais, pour ce cas-là, c'est 1200, 1920. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas, Pierre, Clément, Sylvain? Oui, peut-être une précision sur la tolérance en général des industriels. Quel est l'ordre de grandeur en fait qui te fixe? En termes de seuil? Ouais. Ouais, effectivement, généralement, ce qui passe comme contrainte, c'est des histoires de seuil de taux de faux positifs versus un taux un rappel. Et donc, Oui. généralement, le critère
Le plus standard, c'est 95% de recall, D'accord. de taux de vrais positifs, pour 5% de faux positifs. Ok. Voilà. C'est dans ces environs-là. Généralement, c'est plus de 5% de faux positifs, c'est pas intéressant. Ok. Tu es à quoi? Tu à 95% d'intervalle de confiance, qui est un truc assez classique chez les industriels. Enfin, c'est un taux qui est. Ouais, c'est souvent ce qu'ils ont en tête. Après, il y a toujours un peu un gap entre ce que les industriels pensent, donc les expectations des industriels, versus ce qui se passe en fait déjà sur leur ligne. Et parfois, ils pensent avoir une certaine qualité en termes de taux de faux positifs, taux de défauts effectivement détectés. Mais en fait, c'est assez rare c'est très difficile en pratique, à part avec des méthodes de sampling qui ont les limites qu'elles ont, d'estimer ces taux de façon précise. Et donc, en fait, il y a une grosse partie du travail qui est faite en partie par l'équipe des sales et de la communication chez nous avec les clients, qui est d'essayer de faire comprendre aux clients que en fait, l'idée qu'ils ont de leur qualité n'est pas forcément la bonne. Et donc, le système Scoretex, non seulement peut permettre la détection de défauts pour aider un opérateur, mais aussi peut permettre de mieux prendre conscience des taux de faux positifs, de mieux estimer ces taux de faux positifs sur la ligne. Là, ça devient philosophique sur la bah notion oui. de perception de la qualité dans le monde industriel. Après, il y a des gens qui ont bossé là-dessus. On avait repéré une thèse d'une personne qui qui avait pas mal bossé sur le sujet, sur la perception de la qualité dans l'industrie, dans les usines. Et en fait, on se rend compte que c'est rare que la perception qu'on ait de la qualité soit la bonne. Et c'est pour ça que Scoretex C'est vieux comme Hérode, comme débat. Ouais. On a une question d'Hervé qui nous demande, peut-on avoir une idée de la taille du réseau? Est-ce que l'architecture limite l'apprentissage? Alors, en termes d'architecture, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais comme je disais au début, on a des images qui sont haute résolution. On a beaucoup d'images à inférer à la seconde. Donc, à la fin, ça va poser des contraintes sur le réseau, sur l'architecture du réseau. Alors, on n'a pas inventé des layers ultra spécifiques. Donc, on réutilise beaucoup d'idées dans la littérature qu'on essaie de combiner entre elles pour gratter un peu de la performance un peu partout. Donc, on a un réseau qui est assez optimisé pour la tâche qui lui est confiée. Mais voilà, on n'est clairement pas sur du ResNet 252 avec 20 millions de paramètres. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de capacité de modèle qui rentre en jeu à la fin. Ok. Alors, j'ai une question de NoSpam. Les caméras RGB, 2D, même UHD et IFPS semblent poser les mêmes problèmes qu'il y a 25 ans. Est-ce que ces méthodes nouvelles ont été utilisées avec d'autres caméras, d'autres types de devices, d'acquisition, de type LiDAR, sonar, etc. Ouais, c'est une bonne question. Alors, je finis. Et peut-on espérer une nette amélioration en consolidant les données de plusieurs devices, types de devices, nature de devices d'acquisition? Ouais. C'est quelque chose qu'on garde en tête. L'idée par exemple, d'utiliser les caméras, alors selon les cas, par exemple, infrarouge ou avec des caméras avec DepthMap, qui permet d'avoir un peu une appréhension plus 3D du problème. Donc ça, on sait que ça existe. Donc en termes de capteurs, pour l'instant, on est très focus sur la vision, donc avec des caméras RGB. Mais dans le futur, je pense dans un futur assez proche, il n'est pas du tout proscrit. On a une équipe vision qui travaille sur ces sujets-là. On n'exclut pas du tout l'utilisation d'autres capteurs type LiDAR alors LiDAR peut-être pas forcément, mais plus, je pense plus à de l'image, mais voilà, avec des depth-maps, caméra, voilà, depth caméra. LiDAR pour les néophytes, Antoine? Alors LiDAR, je crois que c'est dire laser. Alors j'ai plus le I, mais je pense laser machin detection, je sais plus. Et je pense que l'idée du LiDAR, c'est de faire
c'est une sorte de sonar laser qui D'accord. permet de faire des acquisitions de points dans l'espace. Alors, on a une autre question. Il y a une autre question. Le seuil de Sébastien Tréguet, le seuil de confiance utilisé pour décider si on applique la backprobe ou non sur le mentor dataset ne peut-il pas être appris pour optimiser le résultat final? Alors là, les seuils du coup qui sont utilisés pour décider si on fait la backprop ou pas, je suppose que ça fait référence à. Je suppose que la question fait référence à la technique Omnia. Alors, je n'ai pas le détail. Je pense que Sébastien va pousser un peu. Ah. Pas seulement. Ok, alors en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est effectivement, avoir le modèle de baseline et faire décider de faire la backpropagation en fonction de certains thresholds qui peuvent être choisis arbitrairement. Donc, dans le cas précis, on s'est donné des thresholds dès le départ qui permettent de dégager des prédictions. Et ces prédictions sont celles qui sont utilisées pour la backpropagation. Donc, on a un set de thresholds fixés qu'on fixe au départ. Si on voulait apprendre ces thresholds, c'est pas là comme ça. Peut-être que Pierre aura une idée qui lui vient, mais je suis pas certain que ce soit évident de faire apprendre ces thresholds par le modèle comme ça. Alors, on a un commentaire de Pierre, on aurait dû l'embarquer directement au conférencier. Si on devait apprendre ce paramètre, ça veut dire qu'il faut l'apprendre sur l'output de plusieurs trainings. On n'a pas le composite power pour faire ce genre de choses. Au mieux, on peut imaginer une grid search. Ouais, alors voilà, en fait, faire ça revient un peu à faire du méta training. Et donc, si on veut trouver les bons thresholds à prendre, voilà, ça implique de multiplier le nombre de trainings par le nombre de thresholds qu'on a envie d'essayer, et ça peut rapidement devenir ultra galère. Comme dit Pierre, on n'a pas la puissance pour ça. Et réponse bye bye Crédit Azur. Ouais, voilà. On n'a pas envie de brûler tous nos crédits Azur pour faire de l'énorme grid search sur une expérience qui est très intéressante, mais voilà. Qui coûte cher. C'est ce que j'entends. Et voilà, si on récupère des thresholds intéressants, on les aura pour le cas de cette démo, par exemple. Et donc, ça finit par coûter cher par client. Oui, c'est ça. C'est la profitabilité du client qui devient problématique. Question d'Émilie Roger sur la même thématique. Avez-vous essayé du MC Dropout sur vos modèles pour distinguer des zones d'incertitude pour annotation et Omnia? Alors, MC Dropout, ça ne me dit rien. Je vais peut-être regarder rapidement. Ça vous parle, vous, de l'autre côté? Pierre, Clément? Monte Carlo Dropout. Vous pouvez répéter la question? J'adore. Sur la même thématique, avez-vous essayé du Monte Carlo Dropout sur vos modèles pour distinguer des zones d'incertitude dans le cadre de l'annotation et Omnia? Non, on n'a pas essayé. Et Pierre répond quoi? Non, on n'a pas essayé. Bon, voilà, j'ai pas de, je vois pas comme ça. Je vois pas comme ça comment on pourrait faire avec du dropout aléatoire pour dégager des zones. Alors, Émilie conseille en disant, en gros runner avec ton dropout, plusieurs fois ton modèle et de voir où il y a des différences. Et réponse de Pierre direct, ils ont commencé leur petite discussion tous les deux, c'est super intéressant. Piste intéressante, aujourd'hui notre technique d'actrice learning est naïve, mais on peut améliorer ça probablement. Ouais, donc ça rejoint un peu l'idée de dire
plutôt que de prendre des prédictions brutes de coffre, on va aller regarder les prédictions sur lesquelles le modèle est incertain. Donc, ou bien on peut le faire avec du thresholding, ou bien voilà, on peut utiliser des méthodes comme j'imagine celle-ci pour récupérer les endroits où le modèle est le plus incertain. Donc, par exemple, voilà, on perturbe un peu aléatoirement le modèle, ça va perturber un peu la réponse. Et si on voit que la réponse change du tout au tout, on peut considérer que c'est une zone intéressante. Si c'est une zone sensible à des perturbations de type dropout. Ouais, c'est clairement intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Clément, Pierre, on vous entend plus? Ouais, j'ai pas de questions pour ma part, mais en tout cas, merci Antoine, c'était vraiment super intéressant. Il n'y a pas de quoi, merci à vous pour l'invitation, c'était très cool. Pierre? Moi, j'ai posé la question là, qui me bloquait, enfin, qui m'intéressait particulièrement au cours de route. Et là, au fur et à mesure des questions, Antoine a répondu. Donc, pas plus de questions que ça. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va tous remercier Antoine et puis Pierre pour leur intervention. Alors, il y avait une dernière question de Émilie. Est-ce qu'on pourra avoir accès aux slides? Donc, a priori, les slides ne sont pas partageables. Tu confirmes? Ouais, enfin, les slides ne seront pas mis à disposition, mais par contre, on a enregistré le meet-up. Donc, si vous voulez re-regarder ou avoir accès aux informations, on partagera la vidéo du meet-up. Et par contre, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous reviennent après, à les poser directement sur notre Slack. Yes. Donc, Antoine va y passer encore au moins quelques temps. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions depuis ce canal et on pourrait échanger même sur d'autres sujets. J'ai une dernière question de NoSpam, mais que je vais mettre directement sur Slack parce que je pense que celle-là pourrait durer dans la réponse. Et peut-on imaginer d'autres applications que le traitement d'images? Donc, ben voilà, je pense que je la mets sur le canal Slack, celle-ci, de façon à ce que, ben voilà, Antoine ou n'importe qui, si vous voulez effectivement réagir sur la problématique, surtout n'hésitez pas. Mais c'est vrai que là, si on lance la conversation là-dessus, je pense que moi, perso, mon estomac tombe, c'est pour ça. Okay. Bon, bah, très bien. Mais Pierre est en train de répondre. Ah oui. Donc, moi, voilà, j'ai pas accès au Slack. Hein. Probablement en 1D du texte, si on régente que des parties précises, on peut imaginer la même. Sur des time series biologiques. Donc, voilà. Si, Antoine, je crois que Antoine, tu as accès au Slack. Hein. Ah, mais j'ai quitté la presse. Attends, je ne l'ai pas mis. Je mettrai tout ça. Je mets tous les commentaires, promis. Je vais résumer le début de conversation sur la fin, que je vais mettre dans le canal Slack, et la conversation pourra continuer là, textuellement, on va dire. Ah oui, d'accord, ok, c'est sur le chat, le chat Zoom. Okay, ouais, ça sera, voilà, là, c'est sur le chat Zoom que ça se fait, et effectivement, il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà, donc Pierre conclut en disant, bref, du 1D ou 3D au lieu du 2D avec une annotation partielle dans l'espace. On peut avoir des annotations partielles dans d'autres espaces que de la 2D. Oui. La 2D, bah, c'est pas mal ça. On se mettra là-dessus. Impeccable. Très bien. Écoutez, on va se quitter là-dessus. Vous avez vu à nouveau l'adresse du Slack, hein, si vous voulez bien sûr continuer la conversation, alimenter bien sûr avec d'autres idées d'exemples, d'applications. On remercie une fois de plus Benoît pour nous avoir accueillis sur les supports virtuels d'Emra. Et puis, on se donne rendez-vous sur cette fois-ci on l'espère pour le prochain, dans les locaux pour pouvoir partager un moment de convivialité. Puis, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de questions. Malheureusement,